Mon mari, l'homme que j'aimais et en qui j'avais confiance depuis 10 ans, m'a offert un bracelet de jade d'une valeur de 50 000 € pour notre anniversaire. J'étais si heureuse que j'en ai pleuré, persuadée d'être la femme la plus chanceuse du monde. Mais ce soir-là, alors que j'étais encore ivre de bonheur, un SMS provenant d'un numéro inconnu est arrivé sur mon portable. Ce n'était que quelques mots, mais j'ai eu l'impression qu'on me versait un seau d'eau glacée sur le cœur. Débarrasse-toi de ça ou tu le regretteras. Je n'y ai pas cru. J'ai pensé que c'était une mauvaise blague. Alors, je l'ai secrètement donné à ma belle-sœur, qui avait toujours admiré le bijou. Et puis, un matin seulement plus tard, un cri a glacé le sang a résonné dans la maison. Je suis resté figé, témoin d'une scène d'horreur, une vision que je n'oublierai probablement jamais de toute ma vie. J'ai 35 ans cette année, un âge où l'on n'est plus assez jeune pour être une rêveuse, mais pas encore assez vieille pour être endurcie face aux surprises de la vie. Je m'appelle Manon Bernard, une architecte assez connue à la tête de mon propre cabinet de design, petit mais prospère, basé à Aix-en-Provence. Mes amis disaient souvent que j'avais tout pour moi, une carrière, le physique et un mari parfait. Mon mari, Léo Lefebvre, est le directeur commercial d'une grande entreprise technologique. Il a 3 ans de plus que moi, il est grand, élégant et exceptionnellement attentionné. En 10 ans de vie commune, il n'a jamais élevé la voix contre moi. Chaque fois que je rentrais tard du travail, le dîner était prêt. Chaque fois que j'étais stressé par mes projets, c'était lui qui restait à mes côtés, me massant les épaules et me servant un verre de vin pour me détendre. Il était mon havre de paix, le soutien inébranlable sur lequel je comptais toujours. Ma vie semblait parfaite, avec une seule petite ombre au tableau, ma relation avec ma belle-mère, Monique. C'était une femme incisive, habituée à tout diriger, mais elle ne m'avait jamais vraiment apprécié. Peut-être parce que je ne venais pas d'une vieille fortune. Ou peut-être parce que j'étais trop indépendante avec ma propre carrière, contrairement à la belle-fille qu'elle avait imaginée. Elle ne le disait jamais ouvertement, mais dans chaque regard, chaque commentaire voilé, je sentais sa condescendance. Elle me comparait souvent à Chloé, la femme de son fils cadet. Chloé n'avait pas d'emploi stable, mais c'était une belle parleuse qui savait gagner les faveurs de sa belle-mère. Chaque fois que la famille se réunissait, Monique attirait Chloé près d'elle, louant sa plus jeune belle-fille pour son intelligence et sa prévenance, puis me jetait un coup d'œil en soupirant. Si seulement tout le monde dans cette maison était comme Chloé, je n'aurais pas à m'inquiéter autant. Je me contentais de sourire et de laisser passer. Je me disais que tant que Léo m'aimait et me comprenait, rien d'autre ne comptait. Et puis notre 10e anniversaire de mariage est arrivé. Léo m'a dit qu'il avait préparé un cadeau spécial et réservé une table dans l'un des bistrots gastronomiques les plus exclusifs d'Aix-en-Provence. Ce soir-là, il est venu me chercher au volant de sa Citroën 2CV de collection parfaitement restaurée, portant un élégant costume et tenant un bouquet vibrant de roses de Grasse. Sous la lueur tremblotante des bougies, au milieu d'une musique douce, il m'a regardé avec le même regard passionné que lorsque nous sommes tombés amoureux. « Manon, merci d'être à mes côtés depuis 10 ans, a-t-il dit, sa voix chaude et profonde. Je sais que tu as travaillé dur. J'espère que ce cadeau pourra compenser un peu tout ça. Sur ce, il a sorti un écrin de velours cramoisi et l'a ouvert lentement. À l'intérieur, niché sur une doublure de soie douce, se trouvait un bracelet en jade d'un vert émeraude profond. Sa couleur était aussi claire et intense qu'un lac d'automne, sans le moindre défaut. La lumière des petits diamants incrustés sur le fermoir en or blanc se reflétait de manière éblouissante, rendant le bracelet encore plus magnifique et précieux. J'ai presque retenu mon souffle. Sa beauté dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. Léo a pris délicatement le bracelet et l'a attaché à mon poignet. Le contact froid du jade contre ma peau m'a fait légèrement frissonner. « Tu l'aimes » a demandé Léo, les yeux pleins d'anticipation. « C'est trop beau, chérie » ai-je balbutié, incapable de trouver les mots pour exprimer mes sentiments. Mais ça a dû coûter une fortune. Il a souri, le sourire fier d'un homme capable d'offrir le meilleur à la femme qu'il aime. Rien n'est trop beau pour toi. C'est seulement 50 000 €. 50 000 €. Le chiffre m'a stupéfié. Je savais que Léo avait des revenus élevés, mais 50 000 € pour un bracelet, c'était un luxe inimaginable. Léo, pourquoi as-tu fait ça? Je n'ai pas besoin d'un cadeau aussi cher, ai-je dit avec un peu de culpabilité. Il m'a pris la main et l'a serré doucement. C'est un anniversaire décennal. Tu le mérites.
Tant que tu es heureuse, c'est tout ce qui compte. À ce moment-là, j'ai fondu en larmes. Des larmes de bonheur, d'émotion profonde. Tous les griefs, toute la condescendance de ma belle-mère semblaient fondre. Je me sentais vraiment comme la femme la plus chanceuse du monde, avec un mari qui m'aimait inconditionnellement. Ce week-end-là, nous sommes allés dîner chez ses parents, dans leur gîte en Normandie. J'ai intentionnellement porté le bracelet, non pas pour frimer, mais simplement pour que ma belle-mère voie à quel point son fils m'aimait. Comme prévu, dès que je suis entré, le bracelet à mon poignet a attiré l'attention de tout le monde. Chloé a été la première à s'exclamer « Oh mon Dieu, Manon, ce bracelet est magnifique. C'est une nouvelle collection de créateurs. » J'ai juste souri. Ma belle-mère, Monique, a plissé les yeux vers le bracelet pendant un long moment, puis s'est tournée vers Léo, la voix teintée de mécontentement. Ça a l'air cher. Combien ça a coûté, mon fils? Léo a répondu joyeusement. Oh, pas grand-chose, maman. Juste 50 000 euros. Je l'ai acheté pour Manon pour nos 10 ans. 50 000 euros? La voix de Monique est montée dans les aigus, et la fourchette dans sa main a claqué bruyamment contre son assiette. Vous êtes devenus fous tous les deux? 50 000 euros, ce n'est pas de la petite monnaie qu'on peut jeter par les fenêtres. Cet argent aurait pu aider ton frère Lucas avec l'apport pour une maison ou aider Chloé à rénover sa boutique. L'atmosphère dans la salle à manger est soudainement devenue lourde. Le sourire sur le visage de Léo a disparu. J'ai senti mon visage rougir d'embarras. Elle n'hésitait pas à nous gronder ainsi devant tout le monde. Léo a rapidement tenté de s'expliquer, « Maman, c'était mon propre argent. » Et puis, c'est une célébration unique en disant. « Ton propre argent, l'a-t-elle coupé? L'argent de cette famille n'est-il pas commun? Tu ne penses qu'à ta femme. Penses-tu jamais à ta mère ou à ton frère? » Je restais assise là, fixant mon assiette, sentant le bracelet à mon poignet devenir soudainement insupportablement lourd. Le reste du dîner s'est déroulé dans un silence suffocant. Sur le chemin du retour, je n'ai rien dit, et Léo était silencieux aussi. Je savais qu'il était dans une position difficile, mais son silence me semblait maintenant comme un petit couteau tournant doucement dans mon cœur déjà blessé. Cette nuit-là, je me suis retourné dans tous les sens, incapable de dormir. J'ai enlevé le bracelet et l'ai posé sur ma coiffeuse. Sous la douce lueur de la lampe de chevet, il possédait toujours une beauté envoûtante. J'ai essayé de me consoler. Elle vieillit, c'est tout. Elle est comme ça. Ce qui compte, c'est que mon mari m'aime toujours. J'ai attrapé mon téléphone, prévoyant de naviguer un peu sur le web pour m'aider à dormir. Et c'est là que je l'ai vu. Un SMS d'un numéro qui n'était pas dans mes contacts, envoyé quelques minutes plus tôt. Le contenu tenait en une seule phrase, mais chaque mot semblait taillé dans la glace, poignardant directement mon esprit. Débarrasse-toi de ça ou tu le regretteras. Tout mon corps s'est figé. Une sueur froide a perlé dans mon cou. J'ai regardé le bracelet de jade reposant paisiblement sur la table, puis les mots sur l'écran de mon téléphone. Un sentiment de peur vague mais très réel a commencé à s'insinuer en moi, serrant mon cœur. Mon histoire ne faisait que commencer avec ce cadeau fatidique et son avertissement mortel. Que cachait ce bracelet de jade à 50 000 euros? Pourquoi cet inconnu voulait-il que je le jette? Et quelle scène horrible m'attendait? Si vous êtes curieux de le savoir, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager pour me suivre jusqu'au bout de ce conte tortueux. Mon corps s'est tellement raidi que je pouvais entendre le sang pulser dans mes oreilles. Débarrasse-toi de ça ou tu le regretteras. Les mots froids et sans âme sur l'écran de mon téléphone étaient comme un fantôme surgissant d'un endroit sombre, saisissant mon cœur heureux pour l'écraser sans pitié. Ma respiration est devenue saccadée, ma poitrine douloureuse. Je me suis redressé brusquement dans le lit, regardant vers le bracelet de jade immobile sur la coiffeuse. Sous la faible lumière jaune de la lampe, il exsudait toujours une beauté hypnotique. Son vert profond semblait plus sombre, plus mystérieux, non plus la couleur de l'espoir et de l'amour, mais la couleur d'un abîme sans fond. Qui était-ce? Qui m'enverrait un SMS à cette heure? Et pourquoi dire des choses aussi terrifiantes? Une avalanche de questions envahissait mon esprit, me donnant le vertige. Était-ce une mauvaise blague? Peut-être que quelqu'un était jaloux de mon bonheur et voulait gâcher cette douce nuit d'anniversaire. J'ai essayé de m'accrocher à cette pensée pour me rassurer que ce n'était qu'une coïncidence, mais au fond de moi, une graine d'inquiétude avait commencé à germer.
L'intuition féminine, comme on dit, me disait que ce n'était pas si simple. J'ai repris le bracelet en tremblant. Le jade était toujours frais, sa surface toujours lisse. Je l'ai approché de mes yeux, scrutant chaque détail sous la lumière. C'était toujours le même verre enchanteur, toujours les mêmes beaux motifs naturels. Rien ne semblait anormal. Je l'ai porté à mon nez pour le sentir, mais il n'y avait que la faible odeur de bois de santal de l'écrin. Rien d'étrange. J'ai poussé un soupir de soulagement forcé. Quelqu'un devait se moquer de moi. Je me disais cela, mais ma main tenant le bracelet ne cessait de trembler. Juste à ce moment-là, Léo est sorti de la salle de bain, les cheveux encore humides, une serviette autour de la taille. Voyant mon état de détresse, il s'est approché, inquiet. « Qu'est-ce qu'il y a, Manon ? Pourquoi es-tu si pâle ?» Il a posé sa main sur mon front. « Tu n'as pas de fièvre. Il s'est passé quelque chose ?» J'ai levé les yeux vers lui, l'homme que j'aimais. Ses yeux étaient aussi doux et attentionnés que jamais. Sa présence était comme un sédatif, calmant quelque peu la peur en moi. J'ai décidé de lui dire. Il était mon mari, la seule personne en qui je pouvais avoir confiance et à qui je pouvais me confier à ce moment-là. Je lui ai montré le SMS sur mon téléphone. Regarde ça. Quelqu'un vient de m'envoyer ça. J'ai tellement peur. Léo a pris le téléphone, plissant les yeux pour lire le texte. J'ai observé son expression intensément, cherchant un soupçon de surprise, de colère, n'importe quelle autre émotion, mais sa réaction a été totalement inattendue. Il a juste froncé légèrement les sourcils, puis a laissé échapper un petit rire dédaigneux. N'importe quoi. C'est probablement juste un troll qui s'ennuie et qui est jaloux. N'y fais pas attention, chérie. Il m'a rendu le téléphone. Sa voix était étrangement décontractée. Ils ont probablement vu que je t'ai offert un cadeau coûteux et un haineux a voulu gâcher notre soirée. Tout peut arriver de nos jours. Son calme m'a stupéfié. Je m'attendais à ce qu'il soit en colère, inquiet, qu'il rappelle immédiatement le numéro pour tirer ça au clair, mais il traitait cela comme une blague triviale. Mais et si c'était vrai ? Ai-je balbutié. Et s'il y avait quelque chose qui clochait avec ce bracelet ? Léo a ri à nouveau, cette fois avec une pointe d'impatience. Tu réfléchis trop. Je l'ai acheté chez un grand bijoutier réputé qui existe depuis des années. J'ai tous les papiers d'authenticité et le reçu. Comment pourrait-il y avoir un problème ? N'écoute pas les inconnus et ne commence pas à paniquer pour rien. Il a passé ses bras autour de moi, me tapotant doucement le dos. Allez, arrête d'y penser. C'est notre nuit d'anniversaire. Tu tues l'ambiance. Il m'a attiré vers le lit, sa voix passant à un ton apaisant. Oublie ça. Laisse-les faire. Profitons juste l'un de l'autre, d'accord ? Je l'ai laissé m'emmener. Mais une graine de doute avait déjà été plantée dans mon cœur, et elle prenait racine. Pourquoi était-il si calme ? Pourquoi n'était-il même pas un peu curieux de savoir qui avait envoyé le message ? Pourquoi a-t-il si rapidement rejeté mes inquiétudes en disant que je réfléchissais trop ? Un mari vraiment aimant, voyant sa femme terrifiée par une menace, réagirait-il avec autant de désinvolture ? Cette nuit-là, je suis resté dans ses bras, mais mon esprit était à des kilomètres de là. Je ne ressentais plus la chaleur familière, seulement un vide froid qui grandissait entre nous. Ses mots, son calme, tout cela repassait en boucle dans ma tête. J'ai essayé de fermer les yeux pour me forcer à dormir, mais l'image du bracelet de jade et ce SMS obsédant me tourmentait. Je me suis soudain rappelé le visage de ma belle-mère quand Léo a mentionné le prix du bracelet. Sa colère semblait très réelle. Mais était-ce possible ? Non. Impossible. Même si elle ne m'aimait pas, elle ne ferait pas quelque chose d'aussi mauvais. J'ai secoué la tête, essayant de chasser ces pensées folles. Ce devait être une coïncidence. Je devais être trop sensible. Mais peu importe à quel point j'essayais de me rassurer, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment croissant de malaise. J'ai jeté un coup d'œil à l'homme couché à côté de moi. Sa respiration était régulière. Il semblait dormir profondément. Son visage, éclairé par la faible lumière de la lune, était toujours aussi beau, le même visage que j'aimais depuis 10 ans. Mais d'une certaine manière, il me semblait étranger, comme si un masque invisible cachait sa vraie nature,
une personne que je n'avais jamais vraiment connue. J'ai doucement retiré son bras de moi et je suis sorti du lit sur la pointe des pieds, me dirigeant vers la coiffeuse. Le bracelet de Jade était toujours là, silencieux et mystérieux. Je n'ai pas osé le toucher à nouveau. J'ai pris l'écrin de velours, j'y ai soigneusement placé le bracelet et je l'ai enfermé au fond d'un tiroir. Je ne savais pas pourquoi je faisais ça. C'était peut-être juste un acte inconscient pour me protéger d'un danger invisible. Je suis restée silencieuse dans le noir, regardant par la fenêtre. Les lumières d'Aix-en-Provence scintillaient, mais une tempête se préparait en moi. Le bonheur immense de la soirée avait été remplacé par le doute et la peur. Je savais qu'à partir de cette nuit, ma vie ne serait plus aussi paisible qu'avant. J'avais sans le savoir posé le pied sur un échiquier, un jeu où ma confiance et même ma vie étaient en jeu. Devais-je faire confiance à mon intuition? Ou étais-je simplement paranoïaque? Et si l'avertissement était réel, alors qui? Qui était la personne tapie dans l'ombre voulant me faire du mal? Un mariage peut parfois ressembler à un lac calme, mais sous la surface se cachent des courants invisibles qu'on ne peut jamais anticiper. La confiance, une chose aussi fragile qu'un fil de soie, une fois fissurée, ne peut jamais être entièrement restaurée, peu importe à quel point on essaie de la réparer. Les jours suivant cet anniversaire fatidique se sont écoulés dans une atmosphère suffocante. L'écrin de velours contenant le bracelet de Jade de mauvais augure restait enfermé dans le tiroir comme une bombe à retardement, et je ne savais pas quand elle exploserait. Chaque fois que je passais devant cette commode, je sentais un frisson me parcourir l'échine. Le SMS mystérieux et la réaction étrange de Léo avaient planté une graine de suspicion dans mon cœur. Cette graine était arrosée quotidiennement par les événements inhabituels se produisant dans ma propre maison, grandissant progressivement en un arbre épineux qui assombrissait tout mon esprit. J'ai décidé de ne plus porter le bracelet. Quand Léo a demandé, j'ai juste prétexté qu'il avait trop de valeur. J'ai peur de le perdre ou de le rayer, alors je ne le porterai que pour les occasions très spéciales. Léo n'a rien dit de plus, il a juste esquissé un faible sourire, un sourire dont je ne pouvais déchiffrer le sens. Il continuait à agir comme le mari parfait, rentrant à l'heure, prononçant des mots tendres, mais j'ai remarqué qu'une distance invisible s'était installée entre nous. La façon dont il me regardait n'avait plus la même intensité passionnée. Au lieu de cela, il y avait un examen subtil. Une observation cachée qu'il essayait de dissimuler. Ses appels téléphoniques devenaient plus fréquents, et chaque fois qu'il répondait, il se retirait dans un coin calme, parlant à voix basse. Quand je demandais, il répondait vaguement que c'était pour le travail. Mais celle qui me mettait le plus mal à l'aise était ma belle-mère et ma belle-sœur, Chloé. Elle semblait avoir un intérêt particulier pour mon bracelet de Jade. Presque chaque fois que nous nous voyions, elle trouvait un moyen d'en parler. Un jour, ma belle-mère a nonchalamment remarqué pendant le dîner, Chloé a l'air si pâle ces derniers temps, probablement inquiète pour sa boutique. Ce serait bien si elle avait quelque chose à porter pour un peu de vitalité. Pour porter chance. Puis elle m'a lancé un regard lourd de sens. J'ai fait semblant de ne pas comprendre et j'ai gardé la tête baissée. Un autre jour, Chloé est venue me rendre visite à notre maison de campagne. Elle n'est pas restée dans le salon, mais est montée directement dans ma chambre, disant qu'elle voulait voir ma nouvelle collection de sacs à main. Mais je savais que sa véritable cible n'était pas mes sacs. Elle a scanné la pièce, ses yeux se posant finalement sur la coiffeuse. « Et, Manon, pourquoi ne portes-tu pas le bracelet de Jade que Léo t'a offert? C'est trop beau pour rester enfermé. » Son ton était un mélange d'innocence et de curiosité. Je l'ai rangé pour le garder en sécurité. J'ai peur de l'abîmer, ai-je répondu sèchement, essayant de changer de sujet. Regarde ces sacs. Si tu en aimes un, n'hésite pas à l'emprunter. Mais Chloé ne se décourageait pas facilement. Oh non, tes sacs sont tous des grandes marques. Je n'oserais pas. Je suis juste obsédé par ton bracelet. Honnêtement, depuis que je l'ai vu, je n'arrête pas d'en rêver. J'aimerais en avoir un tout pareil. Elle soupira avec nostalgie, les yeux brillants d'un désir non dissimulé. Leur intérêt excessif faisait grandir mes soupçons. Pourquoi était-elle si obsédée par ce bracelet? Si c'était simplement parce qu'il était beau et cher, elle n'aurait pas besoin d'en parler si ouvertement et de façon répétée. Il semblait y avoir un autre but, un but que je ne pouvais pas encore saisir. Puis, un soir de week-end, alors que la famille regardait la télé, ma belle-mère a soudain pris la parole, la voix un peu sérieuse. « Manon, viens ici.
J'ai besoin de te parler. J'ai posé la télécommande et je me suis approché. Elle a tapoté l'espace vide à côté d'elle. Assieds-toi. Je me suis assise, le cœur battant légèrement. Elle m'a regardé un long moment avant de parler lentement. Tu n'as pas l'air bien ces derniers jours. Le travail te stresse? Non. Tout va bien, maman, ai-je répondu. Bien, mais tu as l'air d'avoir vu un fantôme, a-t-elle froncé les sourcils. Quelque chose te préoccupe? Tu peux me le dire. Une belle-mère est comme une mère. Sa voix est soudainement devenue douce, étrangement soucieuse. Ce changement m'a mise en état d'alerte maximale. Je savais que ce n'était que le prélude à autre chose. J'ai secoué la tête. Je n'ai rien en tête, maman. Elle a soupiré. Eh bien, même si tu ne le dis pas, je sais. Tu es probablement encore fâché contre moi à propos de ce que j'ai dit l'autre jour, n'est-ce pas? À propos du bracelet. Elle m'a pris la main. Je suis désolé. J'étais juste impulsive. Je m'inquiétais seulement pour ton avenir. S'il te plaît, ne m'en veux pas. Elle s'excusait auprès de moi. Cela n'était jamais arrivé en 10 ans. Ma surprise a été rapidement remplacée par la prudence. Je savais qu'il y avait un piège. Voyant mon silence, elle a continué, tu es la belle-fille aînée, la femme que Léo aime le plus. Je sais qu'il t'a offert ce bracelet de tout son cœur. Quand tu ne le portes pas, il ne dit peut-être rien, mais il est triste à l'intérieur. En tant qu'épouse, tu devrais être plus prévenante envers ton mari. Elle utilisait Léo pour faire pression sur moi. Je suis restée silencieuse. Elle semblait perdre patience. Ou peut-être que tu ne l'aimes tout simplement pas. Si tu ne l'aimes pas, dis-le. Si tu n'apprécies pas une chose aussi précieuse, quelqu'un d'autre le fera. Elle a jeté un coup d'œil vers Chloé, qui était assise sur le canapé opposé, faisant semblant de regarder son téléphone, mais les oreilles tendues. Chloé est absolument amoureuse de ce bracelet. Que dirais-tu de le lui prêter quelques jours pour lui porter chance? Sa boutique ne marche pas bien ces derniers temps. Achat. C'était donc son véritable objectif. Elle voulait que je renonce au bracelet. Mais pourquoi? Pourquoi fallait-il que ce soit Chloé qui le porte? Une pensée folle mais logique m'a traversé l'esprit. L'avertissement dans le SMS, la réaction étrange de Léo, l'intérêt obsessionnel de ma belle-mère et de ma belle-sœur. Tout semblait lié. Était-ce possible? Était-il possible qu'il y ait vraiment quelque chose qui cloche avec le bracelet et qu'elle veuille utiliser Chloé comme cobaye? Non. Impossible. Cette pensée était trop cruelle, trop diabolique. Peu importe à quel point Monique était pragmatique, Chloé était sa belle-fille, Léo était son beau-frère. Il ne pouvait pas être assez sans cœur pour lui faire du mal. J'ai essayé de rejeter cette pensée, mais elle s'accrochait à moi comme une sangsue. J'ai levé les yeux vers ma belle-mère, essayant de garder une voix calme. Maman, ce bracelet était un cadeau d'anniversaire de Léo. Je ne peux le prêter à personne. Je suis désolé. Le visage de Monique s'est instantanément assombri. La façade douce a disparu, remplacée par sa froideur familière. Bien, tu es si égoïste. Je te testais juste, et tu as montré ton vrai visage. J'ai fini de te parler. Elle s'est levée brusquement et a filé dans sa chambre. Chloé m'a lancé un regard noir avant de suivre sa belle-mère. Seuls Léo et moi sommes restés dans le salon. Il a soupiré et s'est tourné vers moi, les yeux pleins de reproches. Tu as encore mis maman en colère. C'était juste pour quelques jours. Ce n'est pas comme si tu allais le perdre. Pourquoi fallait-il que tu sois si difficile? Je n'en pouvais plus. As-tu la moindre idée de ce que je ressens? C'est un cadeau que tu m'as fait, mais ta mère et ta belle-sœur le lorgnent constamment. Tu ne trouves pas ça étrange? Étrange de quoi? A claqué Léo. C'est normal pour les femmes d'aimer et de vouloir de belles choses. Tu réfléchis trop et tu compliques tout. Je réfléchis trop? J'ai ri amèrement. Alors ce SMS, c'était moi qui réfléchissais trop aussi. Pourquoi ne veux-tu pas faire face? Pourquoi as-tu si peur de découvrir la vérité? Je n'ai pas peur. A hurlé Léo. Puis,
réalisant qu'il était allé trop loin, il a baissé la voix. Je ne veux juste pas qu'une chose stupide gâche la paix dans notre famille. Peux-tu arrêter ça, Manon? Sois juste comme tu étais avant. Être comme j'étais avant. Une Manon douce et soumise qui ne répondait jamais. Mais la Manon d'aujourd'hui ne pouvait plus faire ça. La dispute s'est terminée sans résolution. Cette nuit-là, nous avons dormi dos à dos encore une fois. La tempête dans ma famille avait officiellement éclaté. Je me sentais isolé, acculé. Je me battais seul contre toute sa famille, une famille unie pour cacher un terrible secret. Je savais que je ne pouvais pas rester passive. Je devais faire quelque chose pour sortir de cette impasse et trouver la vérité. Et puis un plan audacieux, un coup risqué a commencé à se former dans mon esprit. Ce plan pourrait me coûter cher, mais c'était la seule façon de découvrir qui était vraiment un ami et qui était l'ennemi caché derrière le masque de la famille. Si vous vous êtes déjà senti seul et perdu dans votre propre maison, si vous avez déjà dû subir une injustice juste pour préserver la paix, donnez un « j'aime » en signe de solidarité. Parce que parfois, même un petit geste peut donner de la force à ceux qui en ont le plus besoin. Après cette dispute explosive avec Léo, je suis resté éveillé toute la nuit. Mes yeux étaient grands ouverts, fixant le plafond. Mon esprit était un enchevêtrement de questions sans réponse. Le silence de Léo, la pression de ma belle-mère, le désir de ma belle-sœur, tout tournait autour du mystérieux bracelet de jade. Je me sentais comme une araignée piégée dans une toile dont j'ignorais même l'existence. Plus je me débattais, plus les fils se resserraient. Je ne pouvais pas vivre dans cette peur et cette suspicion un jour de plus. Je devais agir. Le lendemain matin, je me suis regardé dans le miroir. Mon visage était hagard, mes yeux cernés par l'insomnie. Mais au fond de ces yeux, j'ai vu une détermination que je n'avais jamais eue auparavant. Je ne serais plus la Manon faible qui endurait les choses pour s'en sortir. Il voulait jouer aux échecs. Je jouerais le jeu et je ne me laisserais pas être le pion sacrifié. Mon plan était simple mais incroyablement risqué. Ils voulaient le bracelet. Je le leur donnerais, mais pas de la manière qu'ils voulaient. Je retournerais leur propre avidité contre eux. J'utiliserais Chloé, le pion que ma belle-mère avait choisi, comme un test potentiellement sanglant dont l'issue exposerait toute la vérité. Je savais que c'était cruel pour Chloé. Si le bracelet était vraiment dangereux, elle serait celle qui en subirait les conséquences. Mais d'un autre côté, sa propre cupidité et son envie avaient contribué à me pousser dans ce coin. Elle n'était pas entièrement innocente, et dans cette guerre, je ne pouvais pas me permettre d'être clémente envers qui que ce soit, même ceux qui se disaient de la famille. L'occasion s'est présentée plus tôt que prévu. Ce dimanche-là, c'était le 60e anniversaire de ma belle-mère. Une grande fête était organisée dans son gîte en Normandie avec la famille proche et quelques-uns de ses amis. C'était la scène parfaite pour ma performance. Je m'étais préparé méticuleusement. J'avais choisi une élégante robe de soie couleur crème, un maquillage léger, et bien sûr, j'avais sorti le bracelet de jade du tiroir. Quand je l'ai mis, la sensation familière de fraîcheur est revenue. Mais cette fois, elle n'apportait pas le bonheur, mais un sentiment d'effroi. Je me suis regardé dans le miroir. Le bracelet à mon poignet était d'une beauté létale. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis dit, Manon, tu dois jouer ce rôle parfaitement. Quand Léo et moi sommes arrivés, la fête battait déjà son plein. Ma belle-mère était assise à la place d'honneur, le visage rayonnant alors qu'elle recevait les vœux d'anniversaire. Chloé, dans une robe rouge frappante, virevoltait autour d'elle, roucoulant constamment « Maman ». Oh, maman. Sur le ton le plus doux. Au moment où elle m'a vu, les yeux de Chloé se sont fixés sur le bracelet à mon poignet. Un éclair d'envie et de désir non dissimulé a traversé son visage. Ma belle-mère a aussi jeté un coup d'œil au bracelet, n'a rien dit, a juste pincé les lèvres et détourné le regard. J'ai souri intérieurement. Tout se passait comme prévu. Tout au long de la fête, j'ai délibérément levé souvent la main pour prendre de la nourriture, pour lever mon verre de vin, laissant le bracelet de jade scintiller sous les lumières, attirant l'attention de tous. J'ai vu que Chloé ne pouvait pas le quitter des yeux. Elle le fixait, déglutissant difficilement. Quand est venu le moment des cadeaux, les enfants et petits-enfants ont tour à tour offert leurs vœux et présents à Monique. Quand ce fut notre tour, Léo lui a offert un fauteuil de massage coûteux. Monique rayonnait, louant à plusieurs reprises quel bon fils il était.
Puis je me suis avancé. Je n'avais apporté aucun autre cadeau. J'ai regardé ma belle-mère, puis je me suis tourné vers Chloé. Ma voix était claire et sincère. Maman, tout le monde, aujourd'hui est un jour joyeux pour maman, et j'ai aussi un petit cadeau que j'aimerais offrir à notre famille. En parlant, j'ai lentement détaché le bracelet de jade de mon poignet. La pièce est devenue silencieuse. Tous les yeux étaient braqués sur moi. Ce bracelet est un cadeau de Léo pour notre anniversaire. Je le chéris beaucoup, mais je crois que la joie n'est complète que lorsqu'elle est partagée. Je me suis tourné vers Chloé, qui était bouche bée de surprise. Chloé, je sais que tu aimes ce bracelet. Je sais aussi que ta boutique traverse des difficultés ces derniers temps. On dit que le jade peut porter chance. Aujourd'hui, en ce jour heureux pour maman, je veux te l'offrir. Considère-le comme un cadeau de ta belle-sœur, en espérant que tu seras toujours chanceuse et que tes affaires prospéreront. Je me suis approché, j'ai pris la main de Chloé et j'ai attaché le bracelet à son poignet devant la foule stupéfaite. J'espère qu'il t'apportera beaucoup de prospérité et j'espère aussi que notre lien de sœur sera toujours aussi fort et beau que ce jade. Mes mots étaient si beaux, si émouvants. Même moi, j'étais impressionné par mes talents d'actrice. Chloé a été stupéfaite un instant, puis a poussé un cri de joie. « Oh mon Dieu, Manon, tu es sérieuse? Tu me le donnes vraiment ?» Elle s'est jetée dans mes bras, la voix remplie d'un plaisir non dissimulé. « Merci. Merci beaucoup. Tu es la meilleure belle-sœur du monde. » Je lui ai tapoté le dos, ne ressentant qu'un vide froid à l'intérieur. Les gens dans la pièce ont commencé à chuchoter. Certains me louaient pour ma générosité et ma prévenance. D'autres disaient que j'étais folle de donner un tel trésor, mais je m'en fichais. J'ai jeté un coup d'œil aux deux personnes les plus importantes. Ma belle-mère, Monique, a également feint la surprise, mais j'ai vu une lueur de satisfaction et de triomphe dans ses yeux. Elle pensait probablement qu'elle avait gagné, qu'elle m'avait forcé à abandonner l'objet de valeur. Mais la personne qui a le plus attiré mon attention était Léo. Il se tenait figé dans un coin de la pièce, le visage sans émotion. Il n'était pas heureux, ni ne s'y opposait. Il restait juste là à me regarder avec une expression très étrange, une expression que je ne pouvais pas lire. Il y avait de la surprise, de la confusion, et apparemment un soupçon de quelque chose comme la peur. Pourquoi avait-il peur? Ne devrait-il pas être heureux que j'aie fait plaisir à sa mère et aidé à maintenir l'harmonie familiale? Sa réaction était complètement différente de ce que j'avais prédit, et cela m'a rendu encore plus certaine qu'il y avait un terrible secret derrière ce bracelet. La fête s'est terminée. Chloé a joyeusement montré le bracelet à tout le monde, le chérissant comme un trésor. Ma belle-mère était également visiblement ravie, me louant constamment pour ma prévenance. Seul Léo a gardé son expression froide. Sur le chemin du retour, dans notre maison de campagne, il ne m'a pas dit un mot. Son silence était plus effrayant que n'importe quel accès de colère. Quand nous sommes rentrés à la maison, juste tous les deux, il s'est enfin tourné vers moi, la voix basse et froide. « Pourquoi as-tu fait ça? » « Fait quoi? » J'ai feint l'innocence. Je voulais juste rendre maman heureuse. Pour garder notre famille en paix. En paix? Il a ricané, un sourire sarcastique sur le visage. Tu penses que ça apporte la paix, Manon? As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Alors pourquoi ne me dis-tu pas ce que j'ai fait de mal? N'est-ce pas ce que toi et ta mère avez toujours voulu? Il était sans voix. Il ne pouvait pas le dire parce que le dire reviendrait à admettre qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui clochait avec le bracelet. Il ne pouvait que me lancer un regard noir, les yeux remplis de colère et d'impuissance. Finalement, il a claqué la porte de la chambre, me laissant seul dans le salon. Je me suis affalé sur le canapé, le corps épuisé. Mon coup avait été joué. Le pion avait été poussé sur le champ de bataille. J'avais à moi seul poussé ma belle-sœur dans une situation dangereuse aux conséquences imprévisibles. Un sentiment de culpabilité s'est insinué dans mon cœur, mais je me suis dit que c'était la seule façon de trouver la vérité. Parfois, des sacrifices doivent être faits. Je ne savais pas ce que les prochains jours apporteraient. Je ne savais pas ce qui arriverait à Chloé, mais je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible dans ce jeu. Le rideau du secret se levait lentement, et je devais me préparer à affronter la terrible vérité qui allait être révélée. Tout ne faisait que commencer,
et les signes avant-coureurs d'une terrible tempête s'insinuaient déjà dans chaque coin de cette maison qui n'était plus paisible. Depuis la fête d'anniversaire, Chloé traitait le bracelet de Jade comme s'il était sa bouée de sauvetage. Elle le portait partout, faisant tout avec, dormant même avec. Ses réseaux sociaux étaient inondés de selfies mettant en vedette le bracelet, accompagnés de légendes vantardes interminables. Merci à ma très chère belle-sœur, un rêve de longue date devenu réalité. Je porte ce Jade et je sens la chance arriver. Elle croyait vraiment que le bracelet était un porte-bonheur, un symbole de sa fortune changeante. Ma belle-mère était également immensément ravie. Elle racontait à tout le monde à quel point j'étais devenue prévenante en offrant l'objet précieux à ma belle-sœur. Elle peignait le tableau d'une famille harmonieuse, de belles sœurs aimantes, un tableau si parfait qu'il en était faux. Mais je savais que derrière leur joie, une sombre vérité prenait tranquillement racine. Je vivais ces jours dans un état d'effroi anxieux. Mon coup avait été joué, mais je ne pouvais pas dormir tranquille. Chaque jour qui passait, je retenais mon souffle, attendant. J'espérais à la fois que quelque chose arrive pour exposer la vérité et je craignais le prix de cette vérité. Chaque fois que je voyais Chloé, que je voyais son sourire radieux, une vague de culpabilité m'envahissait. Étais-je un monstre de sang-froid pour utiliser ma propre parente comme cobaye? Mais alors je me souvenais des yeux froids de Léo cette nuit-là, de son silence terrifiant, et ma détermination refaisait surface. Je devais connaître la vérité. Je ne pouvais plus vivre dans cette tromperie. Environ 3 jours après avoir reçu le bracelet, le premier présage est apparu. Ce soir-là, alors que la famille dînait, Chloé a soudainement commencé à se gratter le poignet inconfortablement. Pourquoi ma peau me démange-t-elle autant ces derniers temps? Surtout juste ici où je porte le bracelet, a-t-elle dit, montrant une légère marque rouge sur son poignet. Ma belle-mère y a jeté un coup d'œil et l'a balayé du revers de la main. C'est probablement juste des allergies saisonnières. Le temps change. Même une vieille femme comme moi le sent. Mais juste un peu de pommade dessus après le dîner et ça ira. Chloé a hoché la tête. Je suppose. Elle n'y a pas prêté plus d'attention et a continué à manger joyeusement, admirant occasionnellement le bracelet, mais je ne pouvais pas l'ignorer. Mon cœur s'est serré, des démangeaisons, une marque rouge. Les premiers signes étaient apparus, tout comme je le craignais. J'ai jeté un coup d'œil à Léo. Il mangeait calmement, son visage ne montrant aucun changement d'expression, comme s'il n'avait pas du tout entendu la plainte de Chloé. Son calme terrifiant ne faisait que renforcer ma conviction qu'il savait. Il savait tout. Les jours suivants, l'état de Chloé ne s'est pas amélioré. Il a empiré. La marque rouge sur son poignet est devenue plus prononcée, s'est élargie, et de petits boutons ont commencé à apparaître. Elle se grattait constamment, parfois jusqu'au sang. C'est tellement inconfortable, maman, génial. J'ai essayé toutes sortes de crèmes, mais rien n'y fait. Tu crois que je suis allergique au métal? Le fermoir est en or blanc. Peut-être que ma peau réagit. N'importe quoi, a claqué Monique. Qui est allergique à l'or blanc? Tu as probablement mangé quelque chose de bizarre. Une chose précieuse comme ça ne peut te faire que du bien, pas du mal. Elle restait convaincue que le bracelet était irréprochable. Ou peut-être se trompait-elle délibérément elle-même. Je restais là à observer silencieusement. Chaque plainte de Chloé, chaque bouton rouge sur sa peau était un coup de marteau sur ma conscience. Mais en même temps, c'était une preuve, un pas de plus vers la vérité. J'ai essayé de faire des allusions. Au cours d'un repas, j'ai fait semblant de raconter l'histoire d'une amie qui avait acheté un faux bijou et avait fait une grave réaction allergique, finissant à l'hôpital. J'ai souligné qu'il y avait beaucoup de faux maintenant, et que même les certificats d'authenticité pouvaient être falsifiés. J'espérais que mon histoire rendrait Chloé ou ma belle-mère un peu méfiante, qu'elles enlèveraient le bracelet pour le faire vérifier. Mais non, Chloé s'est contentée de ricaner. Ton ami l'a probablement acheté sur un marché de rue. Mon bracelet a été acheté par Léo chez un grand bijoutier. Il a coûté 50 000 €, pas une babiole bon marché. Il ne peut pas être faux. Sa foi aveuglant sa valeur matérielle avait obscurci tout son jugement. Ma belle-mère a même renchéri, exactement. Manon s'inquiète toujours pour rien. Elle ne fait pas confiance à sa propre famille, mais croit les étrangers. Je ne pouvais que soupirer intérieurement. L'avidité et l'ignorance sont vraiment une combinaison mortelle. Je leur avais donné une chance, mais elles l'avaient refusée elles-mêmes.
Le point culminant est arrivé un après-midi de week-end. Chloé revenait de la fête d'anniversaire d'une amie. Elle avait beaucoup bu, son visage était rouge. Dès qu'elle est rentrée, elle s'est précipitée dans la salle de bain et a vomi violemment. Ensuite, elle s'est effondrée sur le canapé, tremblante, se plaignant de fatigue et d'essoufflement. « Chloé, qu'est-ce qui ne va pas ?» Monique a accouru en panique. « J'ai probablement juste trop bu, maman », a chuchoté Chloé. « Ça ira mieux après un peu de repos. » Mais son état ne s'est pas amélioré. Sa peau a commencé à pâlir, ses lèvres sont devenues violettes et sa respiration est devenue de plus en plus rapide. Léo venait de rentrer du travail. Voyant la scène, il a paniqué lui aussi. « Appelle une ambulance, tout de suite !» a-t-il crié. Alors que la famille était dans le chaos, j'étais la seule à rester calme. Je me suis approché doucement de Chloé. Je n'ai pas regardé son visage douloureux. J'ai regardé son poignet. La peau autour du bracelet de Jade était enflée et d'un rouge colérique, et les boutons s'étaient étendus sur son bras. Sous la lumière, le bracelet de Jade était toujours froidement beau, sa couleur verte paraissant encore plus sinistre. L'ambulance est arrivée et a emmené Chloé dans un état critique. Ma belle-mère gémissait, appelant à plusieurs reprises le nom de sa belle-fille. Le visage de Léo était cendré alors qu'il se précipitait pour gérer les papiers. Aucun d'eux ne faisait attention à moi. Je me tenais dans un coin, regardant l'ambulance s'éloigner à toute vitesse, sa sirène hurlant. Mon cœur était un tumulte d'émotions complexes. Étais-je coupable? Oui, je connaissais le danger, mais j'étais restée silencieuse. J'avais utilisé Chloé comme remplaçante. Mais avais-je un autre choix? Si je ne l'avais pas fait, la personne dans cette ambulance aurait très bien pu être moi, et la vérité aurait été enterrée à jamais. Je ne savais pas ce qui attendait Chloé à l'hôpital. Je ne savais pas si elle survivrait, mais je savais que le rideau sur le drame de cette famille était sur le point de tomber. Les présages étaient passés et la vraie tempête ne faisait que commencer. Une vie ne tenait qu'à un fil, et tout avait commencé avec ce bracelet de Jade maudit. La vérité serait-elle révélée, ou continuerait-il à cacher leur crime par d'autres mensonges? Parfois, les plus petits signes sont les avertissements d'une tempête à venir. Dans la vie, nous ignorons souvent les signes inhabituels simplement parce qu'ils sont gênants ou désagréables. Et au moment où la tragédie frappe, il est trop tard. La sagesse et le courage d'affronter la vérité, aussi dure soit-elle, sont la clé pour se protéger. Le cri a glacé le sang de ma belle-mère a déchiré la nuit calme de l'hôpital. Chloé, mon enfant, comment cela a-t-il pu t'arriver? Elle s'est effondrée dans le couloir, se frappant la poitrine, gémissant de manière incontrôlable. J'observais de loin, le cœur aussi immobile qu'un lac gelé, ses larmes, sa souffrance. Maintenant, tout cela était le prix qu'elle devait payer pour sa propre avidité et son aveuglement. Mais ce n'était pas la vue la plus horrible. La scène vraiment horrible se déroulait derrière les portes des urgences où Chloé luttait pour sa vie. Et puis un autre cri, plus terrible, un cri non pas de douleur mais de terreur absolue, a éclaté de cette même pièce. C'était le cri de Léo. Le lendemain matin, notre famille a reçu des nouvelles de l'hôpital. L'état de Chloé s'était stabilisé, mais restait critique. Nous nous sommes tous précipités à l'hôpital. À notre arrivée, une scène chaotique se jouait devant l'unité de soins intensifs. Plusieurs infirmières et médecins tentaient de retenir Léo. Il était comme une bête sauvage blessée, rugissant follement, essayant de forcer le passage dans la chambre. « Lâchez-moi. Je dois la voir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. » Il se débattait, les yeux injectés de sang, le visage tordu par la peur. Ma belle-mère s'était évanouie à un moment donné et était soutenue par des proches sur un banc. Personne ne comprenait ce qui se passait. Un médecin plus âgé, probablement le chef de service, est sorti, l'air sombre. Il a regardé Léo, puis nous. La famille doit rester calme, a-t-il ordonné. La patiente a besoin de calme. Il a pointé du doigt le frère cadet de Léo, Lucas, qui se tenait là aussi, l'air désemparé. Êtes-vous le mari de la patiente? Non, je suis son beau-frère. C'est mon frère, a-t-il dit en montrant Léo. Le médecin a froncé les sourcils, l'air confus. C'est étrange. Au milieu de la nuit, quand la patiente a brièvement repris conscience après une crise, elle n'arrêtait pas de l'appeler.
Il a pointé Léo. Elle a aussi dit. Elle a dit que le bébé qu'elle porte est le sien. Une bombe. Une véritable bombe venait d'exploser au milieu du couloir de l'hôpital. Tout le monde s'est figé. Le frère cadet de Léo, Lucas, se tenait la bouche bée, fixant son frère avec incrédulité. Ma belle-mère, qu'on venait d'aider à se relever, s'est évanouie à nouveau. Et moi? Je restais là, les oreilles bourdonnantes, l'esprit complètement vide. Que se passait-il? Chloé était enceinte et le bébé était de Léo. Non, impossible. C'était trop scandaleux, trop absurde. J'ai cherché une explication, un démenti de la part de Léo. Mais après avoir entendu les mots du médecin, il s'était complètement effondré. Il a cessé de crier et est tombé à genoux sur le sol, enfouissant sa tête dans ses mains, tout son corps tremblant violemment. Son silence était un aveu. J'ai reculé de quelques pas en titubant, m'appuyant contre le mur pour ne pas tomber. Tout devant moi commençait à devenir flou. C'était donc ça la vérité la plus horrible. La trahison n'était pas unilatérale. C'était un enchevêtrement de relations pécamineuses, de tromperies superposées. Je pensais contrôler une partie d'échecs. Mais il s'est avéré que je n'étais qu'un pion de plus dans une partie beaucoup plus vaste. Un jeu que je n'aurais jamais pu anticiper. Ils m'avaient trompé. Et ils s'étaient trompés les uns les autres. Léo et Chloé, beau-frère et belle-sœur, entretenaient une liaison secrète dans mon dos et dans celui de Lucas. Le bébé que Chloé portait n'était pas le fruit de son amour pour son mari, mais la preuve d'un péché incestueux. Maintenant je comprenais. Je comprenais pourquoi Léo avait réagi si étrangement quand j'avais donné le bracelet à Chloé. Il n'avait pas peur que je découvre le secret du bracelet. Il était terrifié, absolument terrifié que le bracelet ne fasse du mal à Chloé et à son enfant à naître. Il connaissait le danger depuis le début. Mais il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait pas l'arrêter parce que le faire reviendrait à exposer sa propre honte. Il ne pouvait que regarder impuissant sa maîtresse et son enfant marcher dans un piège mortel. Une vague de nausée m'est montée à la gorge. Mon dégoût n'était pas pour Chloé, mais pour Léo, l'homme que j'avais aimé. L'homme que j'appelais mon mari. Ce n'était pas juste un tricheur. C'était un lâche. Un homme totalement dépourvu de honte. Il m'avait froidement utilisé comme un outil pour le plan de sa famille tout en me trahissant avec sa propre belle-sœur et ma belle-mère, Monique. Le savait-elle? Ou était-elle aussi victime de la tromperie de son propre fils? En voyant sa forme effondrée, j'ai deviné qu'elle n'en avait aucune idée. Elle avait jubilé, pensant m'avoir forcé à renoncer au bracelet, ne soupçonnant jamais qu'elle avait personnellement poussé sa plus jeune belle-fille et son petit enfant inconnu au bord de la mort. Quelle ironie! C'en était risible. Toute cette famille, qui se targuait de sa réputation et de sa morale, se noyait maintenant dans un marécage de péchés et de mensonges qu'elle avait elle-même créés. Je ne sais pas comment j'ai quitté l'hôpital et suis rentré chez moi. Mon esprit était vide tout le long du chemin. L'image de Léo à genoux et les mots du médecin repassaient en boucle. Quand je suis rentré, je suis allé directement dans la chambre. Je n'ai pas pleuré. La douleur était trop grande. Mes larmes s'étaient taries. J'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti l'écrin de velours vide. Puis je suis allé dans le dressing de Léo et j'ai tout fouillé. Je devais trouver quelque chose, une preuve, une explication. Et puis je l'ai trouvé. Niché au fond d'un vieux carnet se trouvait une photographie. Sur la photo, Léo et Chloé s'enlaçaient intimement sur une plage. Chloé portait un bikini révélateur, sa tête reposant sur l'épaule de Léo, un sourire radieux sur le visage. Au dos, écrit à la main, il y avait les mots « Souvenir de notre voyage à Saint-Tropez ». Tout mon amour. La date sur la photo remontait à plus d'1 an, à peu près au moment où Léo m'avait dit qu'il devait partir pour un voyage d'affaires imprévu. Il était donc clair que leur relation n'était pas nouvelle. Elle durait depuis longtemps. Je me suis effondré sur le sol, la photo à la main. Le sentiment n'était plus de la douleur, mais un vide profond. Tout ce en quoi j'avais cru, tout ce que j'avais construit était un mensonge. J'avais été trahi, non pas une fois, mais plusieurs fois par tous ceux que j'avais considérés comme ma famille. Je n'avais plus rien à perdre. L'amour, la confiance, tout était mort. La seule chose qui restait en moi maintenant était une haine froide et une seule pensée. Ils allaient payer. Ils allaient tous payer pour ce qu'ils avaient fait.
La scène horrible à l'hôpital n'était pas la fin. Ce n'était que le début d'une tempête encore plus terrible. Une tempête de ma propre création qui balayerait tous leurs mensonges et leurs péchés. Que feriez-vous si vous étiez dans ma situation? Auriez-vous le courage de tout exposer? Ou choisiriez-vous le silence pour préserver un foyer déjà brisé? Si cette histoire vous a fait réfléchir, partagez-la avec vos amis, car on ne sait jamais. Cela pourrait être un avertissement pour quelqu'un qui en a besoin. Le chaos à l'hôpital ce jour-là a été comme un feu rageur qui a été rapidement et maladroitement éteint par les coupables. Après que la vérité choquante sur la relation entre Léo et Chloé a été exposée, la famille de mon mari, au lieu d'y faire face, a choisi de la dissimuler avec des tactiques honteuses et ineptes. Ils ont agi comme si rien ne s'était passé, comme si les mots du médecin n'étaient qu'une brise passagère. Lucas, le mari légitime de Chloé, après une période de silence stupéfait, est parti sans un mot. Il n'a ni pleuré ni crié, il s'est juste retiré dans un silence terrifiant. Je savais que sa fierté d'homme avait été grièvement blessée. Quant à ma belle-mère, après avoir repris ses esprits, elle a immédiatement affiché la nature rusée et manipulatrice d'une femme d'esprit vif. Plus de pleurs, plus d'effondrement. Elle est allée directement dans le bureau du chef de service, a fermé la porte et y est restée longtemps. Je ne sais pas ce qu'elle a dit ou fait, mais quand elle est sortie, l'attitude du personnel hospitalier avait complètement changé. Ils ne nous regardaient plus avec des yeux curieux et pitoyables. Ils nous évitaient, gardaient leur distance. Le chef de service, qui avait dit la vérité, est soudainement devenu muet. Quand j'ai essayé de demander plus d'informations sur l'état de Chloé, il a répondu vaguement, la patiente est hors de danger immédiat, mais elle est émotionnellement instable et a besoin de repos. La famille ne doit pas la déranger. Après cela, Chloé a été transférée dans une chambre privée de l'aile VIP, complètement isolée du monde extérieur. Ma belle-mère a prétendu que c'était pour lui donner un endroit calme pour récupérer, mais je savais que c'était un acte de quarantaine, un effort pour faire taire la personne au centre de tout cela, pour empêcher la vérité de fuiter davantage. Léo a également disparu de l'hôpital. Mes appels restaient sans réponse. Mes SMS étaient ignorés. C'était comme s'il avait disparu de la surface de la Terre. Je savais qu'il se cachait, non seulement de moi, mais de sa propre culpabilité. Toute sa famille construisait un mur de silence, un mur épais pour cacher la pourriture à l'intérieur. Ils essayaient de transformer une liaison scandaleuse en une simple affaire de famille. Ils disaient aux proches en visite que Chloé avait fait une grave réaction allergique aux fruits de mer. Ils prétendaient que le médecin avait mal diagnostiqué, que Chloé délirait sous le choc et avait dit n'importe quoi. Ils ont inventé des centaines d'excuses, tissé des milliers de mensonges pour protéger leur soi-disant réputation familiale. Je me tenais au milieu de ce tourbillon de tromperies, me sentant à la fois furieuse et impuissante. J'avais la vérité entre les mains. J'avais la photographie. J'avais les preuves, mais j'étais seul. Comment pouvais-je me battre contre une famille entière unie dans une dissimulation? Ils avaient de l'argent, des relations. Ils pouvaient tordre la vérité, transformer le noir en blanc. Si je faisais une scène maintenant, je pourrais être celle accusée de calomnie, de détruire le bonheur d'une famille. Je suis retourné dans une maison vide et froide. L'absence de Léo ne m'attristait pas. Elle me dégoûtait. Chaque recoin de cette maison était souillé de mensonges. Je suis allé dans notre chambre, j'ai regardé le lit que nous avions partagé et j'ai eu mal au cœur. Je ne pouvais pas rester ici une seconde de plus. J'ai mis quelques vêtements et l'essentiel dans une petite valise. Je n'ai rien pris de valeur. Je n'ai pris que ce qui était personnellement à moi. Avant de partir, je me suis arrêté à la coiffeuse. J'ai ouvert le tiroir où j'avais gardé le bracelet de jade. L'écrin de velours vide était toujours là. Je l'ai pris, puis je l'ai reposé. Non, je ne pouvais pas partir les mains vides comme ça. Je ne pouvais pas les laisser penser que j'avais abandonné, que j'avais accepté la défaite. Je devais récupérer quelque chose qui n'était pas seulement une preuve, mais un outil que je pourrais utiliser pour retourner la situation. Je me suis soudain souvenu que le bracelet de jade était toujours à l'hôpital. Dans le chaos, personne n'y avait prêté attention. Il avait dû être rangé par les infirmières avec les affaires personnelles de Chloé. Je devais le récupérer. Je suis retourné à l'hôpital. Cette fois, je ne suis pas allé aux soins intensifs. Je suis allé au bureau administratif. J'ai dit que j'étais la belle-sœur de la patiente,
Chloé Lefebvre, et que j'étais là pour payer une partie de la facture d'hôpital et récupérer quelques objets personnels de ma belle-sœur. L'infirmière de garde a hésité au début, mais quand je lui ai montré ma carte d'identité et expliqué que je ne prenais que des articles non essentiels, elle a accepté. Elle m'a tendu un sac scellé contenant des vêtements, un portefeuille et une petite boîte. Je l'ai ouverte. Le bracelet de jade reposait à l'intérieur, silencieux et froid. J'ai signé le formulaire de décharge, remercié l'infirmière et suis parti rapidement. Je serrais le sac, le cœur battant. Je l'avais à nouveau entre les mains, l'arme la plus dangereuse de toutes. Je ne suis pas allé chez mes parents. Je savais que la famille de mon mari me chercherait là-bas. J'ai loué une petite chambre d'hôtel dans un autre quartier de la ville, un endroit complètement inconnu. J'avais besoin d'un espace sûr pour réfléchir et planifier. Assise dans la chambre d'hôtel inconnue, j'ai posé le bracelet de jade sur la table. Je l'ai regardé, et cette fois je n'ai plus ressenti de peur. Je ne ressentais qu'une haine glaciale. Ce n'était plus un bijou. C'était une preuve, la preuve de tout leur cruel complot, un complot pour me tuer qui avait accidentellement blessé l'une des leurs. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro que j'avais enregistré il y a longtemps, mais que je n'avais jamais osé appeler. Cabinet d'avocats Nicolas et associés. Comment puis-je vous aider? Bonjour, je m'appelle Manon Bernard. J'aimerais prendre rendez-vous avec votre meilleur avocat spécialisé en droit de la famille et en affaires criminelles. La guerre silencieuse était terminée. Il était temps que la bataille juridique commence. Il voulait se cacher. Je ferai en sorte qu'il n'ait plus rien à cacher. Chaque péché, chaque mensonge serait mis en lumière. Je ne faisais pas ça seulement pour moi, mais pour Chloé, pour son enfant innocent et pour Lucas, le pauvre homme qui avait été trahi par son propre frère et sa femme. Je me suis assise près de la fenêtre, regardant la circulation dense en contrebas. Aix-en-Provence était égale à elle-même, pressée et indifférente. Mais la Manon d'aujourd'hui était différente. Je n'étais plus la femme naïve qui croyait aux contes de fées. J'étais une guerrière. Une guerrière se préparant pour la bataille finale. Une bataille pour réclamer justice et mon honneur. Ils voulaient faire de moi une victime. J'allais leur montrer qu'une victime pouvait aussi devenir le chasseur, et que ma proie n'était autre que toute leur famille. Le bureau de l'avocat dégageait une allure professionnelle et froide, tout comme l'homme lui-même. Maître Nicolas, un homme approchant la cinquantaine aux yeux vifs comme des rasoirs et aux manières décisives, était l'expert que mon cabinet m'avait recommandé, un ténor du barreau pour les affaires complexes. Je me suis assise face à lui, racontant toute mon histoire, du bracelet de jade et de l'avertissement mystérieux à la vérité choquante de l'hôpital et à la tentative de dissimulation de ma belle famille. J'ai essayé de garder une voix calme et cohérente, ne laissant pas les émotions personnelles interférer. Je savais qu'aux yeux de la loi, seules les preuves et la raison comptaient. Maître Nicolas écoutait patiemment, griffonnant occasionnellement des notes. Quand j'ai fini, il est resté silencieux un long moment, joignant les doigts sur le bureau. Madame Bernard, a-t-il finalement dit, sa voix basse et ferme. Votre histoire est bien plus complexe que je ne le pensais initialement. Ce n'est pas juste une affaire de divorce typique. Il y a des indices d'infraction pénale, de coups et blessures aggravées avec intention de causer des lésions graves, de fraude et même d'inceste. Chaque accusation qu'il énumérait me faisait frissonner. Même si je l'avais vécu, entendre quelqu'un d'autre articuler systématiquement leur crime était toujours choquant. Alors, par où commençons-nous, maître Nicolas? Ai-je demandé, la voix tremblant légèrement. Nous commençons par la chose la plus tangible, l'objet qui relie tous ces événements, a-t-il dit, le regard fixé sur les crins de velours que j'avais posés sur son bureau. Le bracelet de jade. J'ai poussé la boîte vers lui. Je l'ai apporté avec moi. J'ai besoin de connaître la vérité à son sujet. Maître Nicolas a hoché la tête. Excellent. Ce sera notre pièce à conviction la plus cruciale. J'ai un contact qui est un expert de premier plan en gémologie et en toxicologie. Je vais le lui envoyer immédiatement. Nous devrions avoir les résultats dans environ 2 jours. En attendant, vous devez faire autre chose. Quoi donc? Avez-vous toujours le numéro qui vous a envoyé le SMS d'avertissement? Oui, je l'ai. J'ai immédiatement ouvert mon téléphone. Répondez-leur par SMS, a instruit maître Nicolas. N'appelez pas. Envoyez un SMS. Un message texte crée une trace écrite.
Demandez-leur qui ils sont, pourquoi ils étaient au courant de cela et ce qui cloche vraiment avec le bracelet. Votre ton doit être doux, vous dépeignant comme une victime confuse et désespérée cherchant de l'aide. Ils ne répondront peut-être pas, mais ils pourraient aussi être la clé pour ouvrir une autre porte. J'ai suivi ses conseils. Là, dans son bureau, j'ai composé un SMS et l'ai lu à maître Nicolas avant de l'envoyer. Qui êtes-vous? S'il vous plaît, vous devez me dire la vérité sur le bracelet. Ma belle-sœur est à l'hôpital dans un état critique. J'ai tellement peur et je suis confuse. Aidez-moi, s'il vous plaît. Après avoir envoyé le message, j'avais le cœur dans la gorge. La personne mystérieuse allait-elle répondre, ou n'était-ce qu'un passant qui avait lancé un avertissement avant de disparaître? En quittant le bureau de l'avocat, je ne suis pas retourné à l'hôtel. J'ai conduit sans but dans les rues. J'avais besoin de réfléchir, de tout assimiler. J'ai réalisé quelque chose. Toute la séquence des événements, de ma belle-mère exigeant le bracelet à l'hospitalisation de Chloé, s'était produite en moins d'une semaine. C'était trop rapide, trop précipité, comme si une main invisible orchestrait tout cela, accélérant le rythme d'une pièce de théâtre. Et moi, initialement la victime, puis la chercheuse de vérité. N'agissais-je pas aussi simplement sous la direction de quelqu'un? La personne mystérieuse connaissait le bracelet. Elle m'avait prévenu. Avait-elle aussi anticipé que je le donnerais à Chloé et que ce serait le résultat? Si oui, quel était son but? Était-ce simplement pour m'aider? Ou y avait-il un autre agenda? Plus j'y pensais, plus j'avais froid. J'ai réalisé que je ne me battais pas seulement contre la famille de mon mari. Je pourrais être prise dans une autre bataille, une bataille où je ne connaissais même pas mon adversaire. Je me suis garé près du front de mer, le vent fouettant autour de moi. Je regardais l'eau agitée, mon esprit en désordre. Devais-je continuer à faire confiance à cette personne mystérieuse, ou devais-je seulement faire confiance à la loi et aux preuves que je pouvais rassembler? Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré. Un nouveau message de ce même numéro inconnu. Mon cœur a raté un battement. Je l'ai ouvert en tremblant. Je ne peux pas vous dire qui je suis, mais je peux vous dire la vérité. Ce bracelet n'est pas du jade ordinaire. Il a été extrait d'un gisement de jade dans une région montagneuse reculée. Un gisement avec une concentration naturelle extrêmement élevée d'arsenic. Avec un contact prolongé avec la peau, le poison s'infiltre lentement dans le corps, provoquant une intoxication chronique, des dommages neurologiques et finalement la mort. La mort par l'arsenic. Chaque mot était comme un coup de marteau sur ma tête. Tout mon corps a commencé à trembler. C'était donc vrai. Mon intuition était juste. Ce n'était pas un cadeau. C'était une arme du crime. Une arme du crime sophistiquée enveloppée dans une belle façade et une étiquette de prix exorbitante. Il ne voulait pas juste que je tombe malade. Il me voulait morte. Une vague de fureur a culminé, dominant ma peur. Ces animaux, ce ne sont pas des humains. J'ai serré les dents, mes mains serrées si fort que mes articulations sont devenues blanches. J'ai rapidement répondu, pourquoi? Pourquoi voudrait-il me tuer? Et comment savez-vous tout cela? Quelques minutes plus tard, la réponse est arrivée, pour vos actifs, votre entreprise, les propriétés à votre nom. Votre mari veut tout. Et je le sais parce que je suis celui à qui ils ont volé cette mine. Le dernier message a été comme un éclair. Cette personne ne connaissait pas seulement le secret du bracelet. Elle avait une rancune tenace contre la famille de mon mari. Ce n'était pas un étranger. C'était un acteur clé de cette histoire. Ce n'était donc pas seulement mon combat. J'avais un allié mystérieux qui détenait des informations mortelles. Le premier indice majeur était apparu, révélant non seulement la nature du bracelet, mais ouvrant aussi une porte sur un autre passé sombre de la famille de mon mari. Je savais que je devais rencontrer cette personne. Ce n'est qu'en la rencontrant face à face que je pourrais apprendre toute la vérité et concevoir avec elle un plan pour traduire tous les coupables en justice. Ma guerre avait maintenant un allié, et elle était sur le point d'entrer dans une nouvelle phase, plus intense et beaucoup plus dangereuse. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de maître Nicolas. Sa voix était empreinte de choc. Manon, les résultats du laboratoire sont arrivés. Pouvez-vous venir à mon bureau tout de suite? On ne peut pas en discuter au téléphone. Un sentiment de mauvais pressentiment m'a envahi.
Je me suis précipité à son bureau. En entrant, j'ai vu les expressions tendues sur les visages de maître Nicolas et de son assistant. Il m'a tendu un dossier soigneusement scellé. Cela vient du laboratoire de police scientifique. Ils ont travaillé vite. Mes mains tremblaient en brisant le sceau. À l'intérieur se trouvait un rapport de plusieurs pages rempli de termes chimiques que je ne comprenais pas entièrement, mais la conclusion finale imprimée en gras et soulignée était claire comme de l'eau de roche. Le spécimen est de la jadéite naturelle provenant d'un gisement minéral d'arsénopyrite. L'analyse de la composition montre une concentration anormalement élevée de composés d'arsenic. La surface du spécimen a été recouverte d'une couche de polymère ultra mince, incolore et inodore. Ce revêtement sert à ralentir mais pas à empêcher complètement l'absorption transdermique des composés d'arsenic. Avec un contact continu avec la peau humaine, en particulier en présence de sueur ou de friction, les molécules d'arsenic sont progressivement libérées, entrant dans la circulation sanguine et s'accumulant dans le corps, provoquant des symptômes d'intoxication chronique. On estime qu'avec un port continu sur une période de 3 à 6 mois, l'arsenic accumulé pourrait être suffisant pour causer des dommages irréversibles au système nerveux, au foie, aux reins, et pourrait entraîner la mort. J'ai lu et relu cette conclusion, chaque mot s'enfonçant dans mon esprit. La mort. Il voulait vraiment que je meure. Une mort lente et silencieuse. Une mort que les gens attribueraient au destin, à la maladie, à l'épuisement. Un plan de meurtre parfait et indétectable. Si je n'avais pas reçu ce SMS d'avertissement, si je n'avais pas pris le risque de donner le bracelet à Chloé, je serais probablement celle allongée dans un lit d'hôpital en ce moment, mon corps dépérissant sans que personne ne sache pourquoi, et puis je mourrais, laissant tous mes biens à mon mari aimant et à sa famille respectable. Un frisson m'a parcouru l'échine. Leur cruauté dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Ils sont totalement dépravés, a dit maître Nicolas, la voix remplie de mépris. Ce n'est plus des coups et blessures aggravées. C'est un meurtre prémédité et organisé. J'ai refermé le rapport, mes mains ne tremblaient plus. La peur en moi avait complètement disparu, remplacée par un calme froid. Quand une personne atteint les profondeurs du désespoir, il n'y a plus rien à craindre. Maître Nicolas, avec ces preuves, que pouvons-nous faire? Ai-je demandé, la voix ferme. Nous pouvons porter plainte, a-t-il répondu. Mais le problème est que nous devons prouver que ce sont eux qui vous ont donné ce bracelet avec cette intention spécifique. Ils pourraient le nier, prétendre qu'ils ne savaient pas que le bracelet était toxique, qu'ils étaient aussi des victimes ayant acheté un produit défectueux. Oui, je sais qu'ils nieront, ai-je dit. Ils blâmeront le bijoutier, le vendeur. Ils joueront la victime innocente. Alors nous avons besoin de plus de preuves, ai-je continué. Des preuves qui prouvent qu'ils connaissaient l'origine et la toxicité de ce bracelet. Précisément, a hoché maître Nicolas. Et c'est là que notre mystérieux inconnu entre en jeu. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré l'échange de SMS. Il a lu chaque mot attentivement, puis a levé les yeux vers moi, une lueur d'espoir dans le regard. Celui à qui ils ont volé cette mine. Voilà. C'est notre témoin clé. Il doit tout savoir. Nous devons juste trouver un moyen de le rencontrer et de le convaincre de témoigner. Je savais que c'était ce que je devais faire. Mais comment pouvais-je rencontrer quelqu'un qui insistait pour rester dans l'ombre? J'ai envoyé un nouveau SMS au numéro. Les résultats du laboratoire sont arrivés. Vous aviez raison. J'ai besoin de vous rencontrer. J'ai besoin de votre aide pour les traduire en justice. S'il vous plaît, accordez-moi une rencontre. Cette fois, l'attente fut longue. Tout l'après-midi passa sans réponse. J'étais sur des charbons ardents. Avait-il changé d'avis? Voulait-il juste me prévenir et rester en dehors d'une affaire complexe et dangereuse? Ce soir-là, je suis retourné à l'hôtel, le cœur lourd. J'ai posé le rapport de laboratoire sur la table. Ces mots froids étaient un rappel constant du danger auquel j'avais échappé de justesse. J'ai pensé à Chloé. Elle était toujours à l'hôpital. Son état s'était amélioré, mais le médecin avait dit que le poison était partiellement entré dans son sang et qu'elle aurait besoin d'un long traitement de désintoxication. Elle avait payé le prix fort pour sa folie, et je sentais une part de responsabilité, bien qu'involontaire, c'était moi qui l'avais mise en danger. Je me suis promis que j'obtiendrais justice, non seulement pour moi, mais pour elle aussi. Vers minuit, alors que j'étais sur le point de perdre espoir, mon téléphone a vibré doucement.
Un nouveau message. Demain, 9 h, au café de la mairie, 12 rue des Trembles. Venez seul. Mon cœur battait la chamade. Ils avaient accepté. J'ai rapidement répondu, d'accord, j'y serai. Après avoir envoyé le SMS, j'ai enfin poussé un soupir de soulagement. J'allais enfin rencontrer mon allié mystérieux. Je ne savais pas à quoi il ressemblait ni ce que la rencontre de demain apporterait, mais je savais que ce serait un tournant, un moment décisif dans cette guerre. Je me suis tenu devant le miroir, regardant mon reflet. Je n'étais plus la Manon faible et confuse d'il y a quelques jours. Mes yeux, bien qu'encore fatigués, brillaient d'une résolution d'acier. J'avais marché sur la ligne entre la vie et la mort. J'avais vu le vrai visage du mal. Maintenant, je n'avais plus rien à perdre, et rien ne pouvait me briser. Demain, quoi que je doive affronter, je ne reculerai pas. La vérité sur le bracelet avait été révélée, et maintenant il était temps que la vérité sur les gens derrière lui soit exposée. Le lendemain matin, je suis arrivé au café de la mairie avec 15 minutes d'avance. Fidèle à son nom, le café était niché dans une petite ruelle, une oasis tranquille avec des vignes vierges luxuriantes, un monde loin du bruit de la ville. J'ai choisi une table dans le coin le plus isolé où je pouvais facilement surveiller l'entrée. Mon cœur battait d'anticipation. Qui allais-je rencontrer? Voulait-il vraiment m'aider, ou m'utilisait-il juste pour ses propres fins? À 9 h précises, un homme est entré. Il semblait avoir une cinquantaine d'années, grand et mince, avec des cheveux poivre et sel coupés proprement. Il portait une simple chemise bleue et un pantalon sombre. Ce qui a attiré mon attention, ce sont ses yeux profonds et calmes, mais qui détenaient un regard de force et d'expérience. Il a scanné la salle puis s'est dirigé directement vers ma table. Madame Bernard, je présume? Je suis Stéphane. Il a tendu la main, la voix basse et chaude. Je me suis levé et j'ai serré sa main. Elle était ferme et sèche. Stéphane, merci d'être venu. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous n'avez pas besoin de me remercier, a dit Stéphane après s'être installé. Je fais ça autant pour moi que pour vous. Il m'a regardé droit dans les yeux. Je suppose que vous connaissez la vérité sur le bracelet maintenant. Oui, ai-je hoché la tête, poussant le rapport médico-légal sur la table. De l'arsenic. Un complot de meurtre parfait. Stéphane a jeté un coup d'œil au rapport, son expression a changé. Il semblait qu'il savait déjà tout. Il a soupiré. Parfait peut-être, mais pas sans défaut. Ces gens, ils étaient trop confiants dans leur propre cupidité et cruauté, oubliant que la justice trouve toujours son chemin. Stéphane, ai-je dit, allant droit au but. Vous avez dit que vous étiez celui à qui ils ont volé la mine. Que s'est-il passé? Stéphane a pris une gorgée de son café, les yeux lointains comme s'il se rappelait une histoire oubliée depuis longtemps. C'était il y a près de 15 ans, a-t-il commencé. À l'époque, votre beau-père, Jean Lefebvre, et moi étions partenaires commerciaux. Nous avons mis nos capitaux en commun pour explorer des gisements minéraux. Après des mois de dur labeur, nous avons découvert une nouvelle mine de jadéite. Le rendement n'était pas massif, mais la qualité du jade était exquise. Ce vert émeraude profond que vous avez vu. Sa voix est devenue sombre. Mais notre joie fut de courte durée. Nous avons découvert un problème mortel. Toute la zone minière avait une concentration naturelle d'arsenic inhabituellement élevée dans la roche et le sol. Le jade que nous extrayions, aussi beau soit-il, était tout contaminé. Il était totalement impropre à la joaillerie. Alors pourquoi? J'ai hésité. Pourquoi mon bracelet a-t-il été fabriqué et vendu pour 50 000 €? Stéphane a eu un rire amer. C'est là que le vrai visage de votre beau-père s'est révélé. Quand je l'ai découvert, j'ai décidé de limiter nos pertes et de partir. Je ne pouvais pas en toute conscience mettre ces pierres mortelles sur le marché. Mais Jean pensait différemment. Il m'a dit qu'il trouverait un moyen de le traiter, d'engager des experts pour éliminer les toxines. Je l'ai cru. Il vous a trompé, ai-je dit. Une vague d'indignation montant en moi pour lui. Pas seulement trompé, Stéphane a secoué la tête. Il m'a volé. Il a secrètement créé une autre société au nom de sa femme. Votre belle-mère, Monique. Puis il a falsifié des documents affirmant que notre coentreprise avait échoué et que nous devions vendre la mine à un tiers pour couvrir nos dettes. Et ce tiers était,
bien sûr, la société de sa femme. J'ai été escroqué de tout, la mine et des millions en capital d'investissement. Mais qu'en est-il du poison? Comment l'ont-ils traité? Ils ne l'ont pas fait, a répondu Stéphane, la voix devenant froide. Ils ne pouvaient pas. L'arsenic avait imprégné la structure cristalline du jade. Aucune technologie ne pouvait l'éliminer complètement. Alors à la place, ils ont trouvé un autre moyen, plus diabolique. Ils ont engagé un expert chimique pour développer un revêtement polymère ultramince pour le jade. Ce revêtement ralentit l'absorption du poison pour que le porteur ne souffre pas d'empoisonnement aigu immédiatement, mais soit lentement empoisonné sur des mois, voire des années. Une mort que personne ne remettrait en question. J'étais sans voix. La vérité était plus horrible que tout ce que j'avais pu imaginer. Ce n'étaient pas juste des fraudeurs. C'étaient des monstres. Ils avaient transformé des pierres mortelles en bijoux de luxe et les avaient vendus à des innocents. Donc, les autres produits de cette mine, ils sont toujours là dehors? Oui, a dit Stéphane. Après avoir volé la mine, la famille Lefebvre a secrètement lancé une marque de bijoux haut de gamme vendant exclusivement à l'élite fortunée. Ils ont falsifié des documents d'évaluation, engagé des célébrités pour la promotion. Depuis plus d'une décennie, ils ont fait fortune grâce à cette mine de la mort. Votre bracelet n'est que l'un des nombreux. J'avais la tête qui tournait. Une entreprise criminelle sophistiquée opérait depuis 15 ans sans que personne ne le sache. Alors pourquoi avez-vous décidé de parler maintenant? Pourquoi m'avez-vous choisi? Ai-je demandé. C'était la plus grande question dans mon esprit. Stéphane m'a regardé, une pointe de culpabilité dans les yeux. Parce que je suis resté silencieux trop longtemps. Après avoir été trompé, j'étais dévasté. J'ai essayé de les dénoncer, mais ils avaient de l'argent et des relations. Ils m'ont fait taire. Je n'ai pas eu d'autre choix que de partir et de recommencer ailleurs. Pendant toutes ces années, je les ai observés depuis l'ombre, rassemblant des preuves, attendant une opportunité. Et cette opportunité est venue, a-t-il continué, quand Léo Lefebvre a décidé d'utiliser un produit de cette même mine pour nuire à sa propre femme. Quand j'ai appris que Léo avait commandé un bracelet sur mesure fabriqué à partir du jade le plus toxique pour vous l'offrir, j'ai su que mon heure était venue. Je ne pouvais pas laisser une autre personne innocente devenir une victime. Et je savais aussi que seul vous, une initiée, quelqu'un avec assez de colère et de motivation, pouviez m'aider à faire tomber leur empire criminel. Il connaissait donc tout le plan de Léo depuis le début. Il aurait pu l'arrêter, mais il a choisi de rester silencieux, envoyant seulement un avertissement cryptique. Il m'avait utilisé comme un pion pour mettre en branle son propre complot de vengeance. Un sentiment complexe a monté en moi. Devais-je être en colère contre lui? Mais ensuite j'ai pensé, s'il n'avait pas fait ainsi, je n'aurais peut-être jamais su la vérité. J'aurais continué à vivre un mensonge et je serais morte d'une mort misérable. Il m'avait donné le choix, une chance de me sauver. Je comprends, ai-je dit, la voix calme à nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Stéphane a souri. Un sourire rare mais confiant. Maintenant, nous tendons un piège beaucoup plus grand. Un piège non seulement pour Léo, mais pour toute la famille Lefebvre et leur marque de bijoux meurtrières. Il a sorti un dossier de sa mallette et l'a poussé vers moi. Voici toutes les preuves que j'ai rassemblées au cours des 15 dernières années. Des documents prouvant ma propriété initiale de la mine, des témoignages de quelques anciens travailleurs, et une liste d'autres victimes potentielles, des gens qui ont acheté leurs bijoux et ont ensuite développé des maladies étranges et inexpliquées. J'ai pris le dossier, sentant son poids. Le poids de 15 ans de colère et d'attente. La rencontre avec l'homme mystère était terminée, mais une alliance de vengeance avait été officiellement formée. Je n'étais plus seul. À mes côtés se trouvait un homme qui avait passé la moitié de sa vie à attendre ce jour de jugement. Mon combat n'était plus seulement personnel. C'était devenu un combat pour la justice pour toutes les victimes innocentes. Et je savais qu'avec ce que nous avions maintenant entre les mains, la chute de la famille Lefebvre n'était pas loin. Parfois, l'ennemi de votre ennemi est votre allié le plus fiable. La vie est pleine de connexions inattendues, et la justice, peu importe à quel point elle est obscurcie par l'argent et le pouvoir, finira par trouver son chemin vers la lumière. La vérité est comme le soleil. Vous pouvez l'occulter un temps, mais elle ne disparaît pas. En quittant le café de la mairie, je ne suis pas retourné directement à l'hôtel. Je serrai le dossier que Stéphane m'avait donné,
j'ai trouvé un coin tranquille dans un parc et je me suis assise. J'avais besoin de lire pour absorber toutes ces informations, pour comprendre toute l'étendue de la toile criminelle que la famille de mon mari avait tissée. À chaque page que je tournais, une vérité plus sinistre et systématique que je n'avais jamais imaginée était mise à nu. Leur complot n'était pas simplement de me tuer pour mes biens. C'était un plan méticuleusement calculé qui avait été mis en branle bien avant que je ne fasse officiellement partie de leur famille. Stéphane avait même réussi à obtenir des échanges de mails entre Léo et son père Jean datant de plus d'1 an avant notre mariage. Dans ces emails, ils discutaient de moi, leur prochaine cible, après quelques coups d'essai réussis. Ils m'avaient analysé avec un détail effrayant. Cible, Manon Bernard, architecte, possède son propre cabinet, patrimoine personnel important. Antécédents familiaux banals. Mère décédée, père âgé, peu de proches parents. Personnalité, gentille, introvertie, un peu naïve, fait confiance facilement. Elle est le sujet parfait. J'ai lu ces mots et j'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. Pour eux, je n'étais pas une personne. J'étais un sujet, une cible avec une liste de traits exploitables. Leur plan était étalé en phases. Phase 1, approche et mise en confiance. Léo jouerait le rôle de l'homme parfait, charmant, créant une façade impeccable d'amour pour gagner ma confiance totale. Phase 2, infiltration et contrôle. Après le mariage, il trouverait progressivement des moyens d'interférer dans mes affaires, accédant à des informations financières critiques. Pendant ce temps, ma belle-mère, Monique, jouerait le rôle de la matriarche difficile, appliquant constamment pression et critiques pour créer un environnement familial suffocant. Cela m'épuiserait mentalement et me rendrait encore plus dépendante de mon seul havre de paix, Léo. Et l'étape finale, phase 3, la récolte. Une fois que je serais totalement confiante et émotionnellement épuisée, il porterait le coup de grâce. Le bracelet de Jade était l'outil pour cette phase. Il voulait que je meure lentement, une mort attribuée au surmenage et à l'épuisement physique. Ensuite, en tant que mon mari légitime, Léo hériterait naturellement de toute ma succession sans éveiller le moindre soupçon. En lisant cela, je ne pouvais m'arrêter de frissonner. C'était un complot parfait, une pièce élaborée mise en scène avec toute la famille comme acteur, chacun jouant son rôle en parfaite coordination pour me mener à la mort. Leur mal n'était pas juste une simple cupidité. C'était une criminalité de sang-froid, méticuleusement planifiée. Le dossier de Stéphane contenait également une liste d'autres victimes. Certains étaient des partenaires commerciaux qu'ils avaient escroqués. D'autres étaient des clients qui avaient acheté les bijoux toxiques. Un cas en particulier a attiré mon attention. Une jeune femme entrepreneur qui possédait une chaîne de spa haut de gamme. Elle avait acheté une parure en jadéite d'une valeur de près d'1 demi-million d'euros de la marque Lefebvre. Environ 1 an plus tard, elle a commencé à souffrir de maladies mystérieuses. Perte de cheveux, décoloration de la peau, fatigue chronique. Les médecins ne trouvaient pas la cause. Finalement, elle a dû partir à l'étranger pour se soigner, vendant sa chaîne de spa pour une fraction de sa valeur. L'acheteur, une société écran appartenant à la famille Lefebvre. Le schéma était horriblement familier. Il ne se contentait pas de vendre des produits mortels. Il les utilisait comme des armes pour saisir les biens d'autrui. J'ai refermé le dossier, le cœur lourd. Ce n'était plus seulement mon combat ou celui de Stéphane et moi. C'était une affaire criminelle à grande échelle impliquant la vie et la fortune de nombreuses personnes. Nous ne pouvions pas agir seuls. J'ai appelé Maître Nicolas et demandé une réunion urgente pour cet après-midi avec Stéphane présent. Il était temps de porter toutes ces preuves devant la loi. La réunion à 3 a eu lieu au cabinet d'avocats. Après avoir examiné tout le dossier de Stéphane et l'avoir recoupé avec le rapport médico-légal sur le bracelet, même Maître Nicolas ne pouvait cacher son choc et sa fureur. « Mon Dieu !» a-t-il dit, la voix tendue par la colère. C'est une véritable organisation criminelle se cachant derrière la façade d'une famille respectable. Nous devons agir immédiatement. Je suis d'accord, a dit Stéphane de manière décisive. Mais comment procédons-nous efficacement? Ils ont de l'argent et de l'influence. Si nous déposons simplement une plainte standard, ils trouveront un moyen d'échapper à la justice. Maître Nicolas est resté silencieux un moment. Stéphane a raison. Nous ne pouvons pas les attaquer de front. Nous avons besoin d'un plan, un piège qui ne leur laissera aucune place pour le déni. Et je pense, a-t-il dit en se tournant vers moi, que vous, Manon, êtes l'appât parfait.
J'ai levé les yeux vers lui. Que voulez-vous dire, maître Nicolas? Il pense que vous êtes toujours dans l'ignorance au sujet du bracelet. Il pense que vous êtes seul dans une chambre d'hôtel, confuse et effrayé, a analysé maître Nicolas. Nous allons utiliser cela à notre avantage. Nous allons tendre un piège qui fera tomber Léo et toute sa famille dedans et les fera tout avouer eux-mêmes. Le plan a été élaboré rapidement et en détail. Je serai celle qui l'exécuterait. Je retournerai à l'hôpital non pas pour les affronter, mais pour jouer la comédie, pour interpréter une pièce de faiblesse, de superstition et de désespoir. Je ferai semblant de croire que le malheur de Chloé était causé par le fait que le bracelet était maudit ou hanté. Je pleurais et gémirais que j'avais besoin de trouver un moyen de purifier le bracelet pour sauver ma belle-sœur et moi-même. Quel est le but de cela? Ai-je demandé. De leur faire baisser leur garde, a expliqué maître Nicolas. Quand les gens sont en position de pouvoir, ils ont tendance à sous-estimer leurs adversaires. Quand ils vous verront agir de manière naïve et superstitieuse, ils deviendront complaisants. C'est là qu'ils sont le plus susceptibles de faire une erreur. Allez voir Léo et sa mère. Pleurez. Dites-leur que vous voulez emmener le bracelet chez un moine puissant ou dans un lieu saint pour un rituel de purification. Pendant que vous faites cela, nous placerons secrètement des dispositifs d'enregistrement dans les endroits où ils ont des conversations privées, comme la salle d'attente de Monique à l'hôpital ou à l'intérieur de la voiture de Léo. Ne seront-ils pas méfiants? A demandé Stéphane. Pas si la performance de Manon est assez convaincante, a dit maître Nicolas en me regardant. Vous devez vous présenter comme une femme à bout de nerfs, paniquée et croyant plus au surnaturel qu'à la loi. Pleurez, suppliez. Plus vous semblerez pathétique, plus ils vous croiront. J'ai pris une profonde inspiration. Un autre rôle à jouer. Mais cette fois, je savais à quel point ma performance était critique. Je peux le faire, ai-je dit sans hésitation. Stéphane a hoché la tête. Pendant que vous exécutez le plan, je contacterai les autres victimes, en particulier la femme dont ils ont volé la chaîne de spa. Nous les persuaderons de se manifester et de témoigner. La voix d'une seule personne peut être ignorée, mais un chœur de voix ne le peut pas. Notre force sera décuplée. La réunion s'est conclue. Le plan était parfait. Je suis retourné à mon hôtel, ne me sentant plus perdu. Je savais que j'étais sur le point de monter sur une grande scène pour jouer un rôle difficile. Mais je n'avais pas peur parce que je savais que lorsque le rideau tomberait enfin, la lumière de la justice brillerait et tous ces monstres à peau humaine seraient exposés pour ce qu'ils étaient vraiment. Leur complot maléfique était démêlé, et maintenant il était temps pour eux de payer pour le drame qu'ils avaient dirigé. Le lendemain, j'ai commencé ma performance finale. J'ai choisi une vieille tenue aux couleurs sombres et je ne me suis délibérément pas maquillé, soulignant les cernes et les ragards sur mon visage. Je suis allé à l'hôpital vers midi, quand les couloirs étaient les plus calmes. Au moment où j'ai vu ma belle-mère assise sur un banc en train d'éplucher une pomme, j'ai couru vers elle, je me suis effondré à ses pieds et j'ai éclaté en sanglots hystériques. « Maman, maman, aidez-moi s'il vous plaît !» ai-je crié, la voix remplie de panique et de désespoir. Monique a sursauté, laissant tomber la pomme et le couteau. Elle m'a regardé avec un mélange de surprise et d'agacement. « Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Les gens nous regardent. » Je ne me lèverai pas, maman. J'ai continué à gémir, m'accrochant à ses jambes. J'ai tellement peur. C'est de ma faute. C'est de ma faute d'avoir apporté ce bracelet dans notre famille, d'avoir causé tout ça. J'étais une actrice magistrale. Les larmes et la morve coulaient sur mon visage. Ce bracelet, il est hanté. Maman, je fais des cauchemars. Chaque nuit, je vois une femme aux longs cheveux me suivre, disant que le bracelet lui appartient et que quiconque le porte sera maudit. Chloé. Ce qui est arrivé à Chloé est à cause de moi. C'est moi qui lui ai fait du mal. Je parlais d'une voix tremblante, les yeux fous comme quelqu'un de vraiment possédé. Attaquer leur peur et leur superstition était un coup psychologique puissant. J'ai vu la couleur quitter le visage de Monique. Finalement, elle a accepté d'en parler avec Léo. Mon numéro était un succès partiel. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS de maître Nicolas. Dispositif placé. Tout est prêt. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Vers 21h, Léo a appelé. Sa voix était lasse et irritable. J'ai continué ma performance de femme pathétique,
hystérique à propos de questions surnaturelles, pleurant et le suppliant de me laisser prendre le bracelet pour un rituel de purification. Finalement, il a accepté, agacé. Bien. Viens à l'hôpital demain matin. Je te le donnerai. Fais ce que tu veux avec. Arrête juste de me déranger, moi et ma famille. Il ne se doutait pas qu'il venait de me remettre la clé de sa propre damnation. Après 3 jours d'attente angoissant, Maître Nicolas m'a appelé, la voix électrique d'excitation. Manon, on l'a. La conversation en or. Je me suis précipité à son bureau. Maître Nicolas m'a tendu un casque. Les voix familières de ma belle-mère et de Léo sont arrivées, claires comme de l'eau de roche. Ils se disputaient, se rejetant la faute. Si tu n'avais pas continué à l'exiger, si tu ne lui avais pas mis la pression, elle n'aurait jamais donné le bracelet à Chloé. La voix de Léo était tranchante. Maintenant, tout notre plan est ruiné. Comment oses-tu me parler comme ça? A riposté Monique. Ce plan n'était-il pas pour toi aussi? N'était-ce pas parce que tu voulais prendre tous ses biens? J'ai retenu mon souffle. L'aveu avait commencé. Mais je te l'ai dit, maman, ce bracelet est extrêmement dangereux. Il est fabriqué à partir du jade le plus toxique de la mine de papa. Je t'avais prévenu qu'elle devait le porter longtemps pour que le poison s'infiltre lentement et que personne ne se doute de rien. Mais tu étais trop impatiente. Maintenant Chloé le porte quelques jours et finit comme ça. Si les médecins trouvent le poison, nous irons tous en prison. Tu comprends ça? J'ai plaqué une main sur ma bouche pour étouffer un cri. C'était vrai. Léo ne savait pas seulement. Il était le cerveau. Celui qui avait personnellement sélectionné le jade le plus toxique pour mon bracelet. J'avais l'impression qu'on m'écrasait le cœur. Même maintenant, avec leurs crimes exposés, ils ne ressentaient aucun remords. Ils ne se souciaient que de la façon de s'échapper, de continuer à nuire aux autres. On dira qu'elle a échangé le bracelet. Qu'elle a délibérément essayé de nuire à Chloé pour nous piéger. J'ai arraché le casque, incapable d'en écouter davantage. Leur cruauté et honte dépassaient l'entendement humain. Maître Nicolas a posé une main sur mon épaule. Manon, nous avons un aveu indéniable. C'est presque fini. Oui. Je l'ai regardé, mes yeux maintenant froids et perçants. Il est temps de baisser le rideau. Le lendemain matin, je suis entré à l'hôpital avec Maître Nicolas et Stéphane. Quand nous sommes entrés dans la chambre de Chloé, Léo, Monique, Jean et même Lucas étaient déjà là. Ils nous ont fixés, choqués de me voir avec 2 hommes étranges. Je vous ai tous réunis ici aujourd'hui pour une confrontation, ai-je dit calmement. Je veux savoir qui a été assez cruel pour utiliser un bracelet empoisonné pour nuire à Chloé. De quoi parles-tu? Monique a feint l'ignorance. Personne ne lui a fait de mal. Ah bon? J'ai fait un sourire froid et j'ai fait signe à Maître Nicolas. Il a ouvert son ordinateur portable et branché une petite enceinte. L'enregistrement de leur conversation a rempli la pièce silencieuse, chaque mot. Alors que leurs aveux résonnaient, les visages de Léo et Monique sont passés de pâle à cendré. Monique a poussé un cri et s'est évanouie. Léo s'est effondré à genoux, la tête dans ses mains, tremblant comme une feuille dans le vent. Juste à ce moment-là, la porte s'est ouverte. 2 policiers en uniforme sont entrés. Bonjour. Nous sommes de la police judiciaire. Nous allons avoir besoin que vous veniez tous avec nous au poste. La pièce était vraiment terminée. La tempête est passée, laissant la famille Lefebvre en ruine totale. Avec les preuves irréfutables, ils ont reçu les peines qu'ils méritaient. Léo, en tant que cerveau, a reçu la peine la plus lourde. Ses parents ont également été tenus pénalement responsables en tant que complices et pour entrave à la justice. L'empire criminel qu'ils avaient bâti sur le jade mortel est finalement tombé en poussière. Léo et moi avons officiellement divorcé. Je ne lui ai rien demandé. Je suis simplement parti de ce mariage avec ma valise. Une fois que tout a été terminé, j'ai pris du temps pour moi pour guérir. Et puis j'ai décidé d'utiliser mon histoire pour faire quelque chose de significatif. Avec Stéphane, l'allié qui avait marché avec moi à travers la tempête, j'ai créé une fondation caritative appelée Espoir Vert. Notre fondation fournit un soutien juridique et psychologique gratuit aux femmes victimes de violences domestiques et de fraude matrimoniale, les aidant à trouver la force de se protéger.
Je ne suis plus juste une architecte enfouie dans des plans. J'ai trouvé une nouvelle mission, un nouveau but dans la vie. Un après-midi, alors que je travaillais au bureau de la fondation, j'ai reçu un grand bouquet de fleurs. Il n'y avait pas de nom d'expéditeur, juste une petite carte avec les mots « Merci de m'avoir montré la lumière de la justice. Je vous souhaite la paix ». Je savais que c'était de Stéphane. Ayant rempli la mission de sa vie, il avait aussi trouvé sa propre paix. J'ai posé le bouquet sur mon bureau et j'ai souri. La vie est étrange. La douleur et la haine avaient connecté des étrangers. Et puis, le pardon et le désir de faire le bien les ont aidés à trouver la libération. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil de l'après-midi jetait une lueur dorée et chaude sur Aix-en-Provence. La tempête était vraiment passée. Je n'étais plus la victime pitoyable dans l'histoire de quelqu'un d'autre. J'avais écrit une nouvelle histoire pour moi-même. Une histoire où je n'étais pas une princesse attendant un prince, mais une reine qui bâtissait son propre royaume. Un royaume d'espoir, de bonté et un avenir radieux qui s'ouvrait grand devant moi.